Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée donc au chapitre de BP première année d'histoire, les femmes dans la société française et qui se consacre donc à l'évolution du droit, des droits des femmes, principalement au XXe siècle. Ce cours est bien sûr associé au cours papier que vous pouvez retrouver sur le site internet que je vous mettrai dans le lien. Donc le cours ressemble à ça et au diaporama que vous pouvez retrouver sur SlideShare, qui sera aussi en lien sur le site internet. Alors, première question qu'on pose sur ce cours en guise de prélude sur votre cours papier, c'est l'égalité, un combat ancien. Et on se base sur cette petite vidéo qui est un extrait d'une petite bande dessinée historique où on voit la reine de France, ici Marie-Antoinette, qui lit donc un article que vient de lui présenter cette jeune demoiselle. Article premier, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Vous aurez reconnu l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la reine répond à cette demoiselle: vous commencez mal, mademoiselle Gouge. En fait, ce petit dessin fait référence à Olympe de Gouges, qui est donc cette jeune femme qui était une révolutionnaire et qui est célèbre pour avoir écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est-à-dire qu'elle a mis tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au féminin. Donc la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. C'est une des premières femmes à avoir revendiqué l'égalité avec les hommes pendant la Révolution française. Elle en a profité à cette période où tout était en mouvement. Et elle a aussi demandé le droit de vote pour les femmes. Elle disait, si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. Pas de chance pour elle, elle est montée seulement à l'échafaud puisqu'elle a été guillotinée pour avoir cette idée un peu trop révolutionnaire pour l'époque que la femme pouvait être l'égale de l'homme et pouvait voter. Donc vous pouvez commencer par noter dans votre cours ici Olympe de Gouges, pendant la Révolution française, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qui avait demandé l'égalité avec l'homme et le droit de vote pour les femmes et qui a été guillotinée. N'hésitez pas à mettre pause quand vous en avez besoin dans la vidéo pour noter ce qu'il vous faut dans votre cours. Alors, première partie, jusqu'en 1914, une société patriarcale marquée par le Code napoléonien. Petit a, une société profondément inégale. Alors effectivement, c'est vrai que jusqu'en 1914, le modèle, il est très clairement patriarcal. Patriarcal, vous pouvez noter ce que ça veut dire, parce que c'est un mot qu'on entend souvent, surtout en ce moment. Hein. Patriarcal, ça vient du mot patriarche, le père. Hein. C'est une société dans laquelle c'est le père, le chef de la famille, c'est le père qui décide, c'est le père qui a le pouvoir. Vous pouvez noter ça dans les petits pointillés. Cette société patriarcale, elle est très largement entérinée par le Code civil, dans le Code civil de Napoléon, donc Code civil qui a été écrit en 1804. Enfin, le Code civil, c'est pas de 1801, j'ai un doute. Et qui met les femmes sous un statut. Aujourd'hui, en fait, vous pourriez dire qu'elles sont comme des mineurs. Vraiment, pensez à ça, c'est une très bonne comparaison. Elles passent toute leur vie sous l'autorité de leur père ou sous l'autorité de leur mari. Elles sont comme des mineurs, comme des jeunes qui auraient 17 ans. Donc, par exemple, elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit d'aller seules devant les tribunaux, elles ne peuvent pas signer seules un contrat, exactement comme si vous aviez 17 ans. Ce sont leurs maris ou leurs pères qui gèrent leurs biens, c'est-à-dire que si elles héritent de quelque chose, eh bien c'est géré non pas par elles, mais par leur mari ou leur père. La seule chose qu'elles peuvent récupérer, c'est le montant de leur dot. La dot, ça existe plus trop maintenant, c'est un peu désuet, mais la dot, c'était l'argent que le père donnait au mari pour épouser sa fille. D'accord? Et ça pouvait être, je sais pas moi, 10 000 francs, 20 000 francs. Et ça, c'était un argent qui était assuré et qu'elle pouvait récupérer en cas de décès, par exemple. C'est le mari également qui gère le compte en banque.
et c'est le mari qui gère si la femme a le droit de travailler ou pas. Donc la femme doit forcément demander l'autorisation de son mari si elle veut travailler. Donc pensez à ça, c'est vraiment comme une mineure. Et pour essayer de bien retenir donc ces 6 choses principales, hein, qu'elle ne peut pas faire à cette époque-là, au début du XXe siècle, vous pouvez remplir cette mind map, hein. Donc je rappelle qu'une mind map, pour être efficace, elle doit avoir des couleurs différentes, bien marquées, et des dessins, hein. Le dessin est beaucoup plus puissant sur la mémoire, la vue est plus puissant que juste les mots. Donc n'hésitez pas à dessiner une petite urne, une petite personne qui travaille, un billet de dollars, une maison par exemple, une signature, et puis un tribunal, vous mettez une petite balance ou un petit marteau. Silence, ou je vais évacuer la salle. Donc voilà pour ce qu'elle ne peut pas faire. Alors, cette réglementation, c'est le reflet donc de cette société patriarcale, cette société bourgeoise, qui s'est développée au XIXe siècle. Il faut savoir aussi qu'à la fin du XIXe siècle, eh bien, les filles, dans les bonnes familles, on leur enseigne des choses, mais qui sont des choses qu'on n'enseigne qu'aux filles. Euh, Par exemple, on leur enseigne la tenue des comptes domestiques, savoir tenir son domaine, les affaires de la maison, les affaires domestiques, l'argent, bien savoir tenir l'argent. On va leur enseigner aussi les arts ménagers. D'accord? Donc ici, on peut voir la couture, le tricot. Voilà, on va leur enseigner les arts ménagers. Et puis après, avec les nouvelles technologies, savoir repasser, savoir cuisiner, utiliser le four, les machines à laver, etc., etc. On leur enseigne également la morale, c'est très important. Et on leur enseigne dans la bourgeoisie des cours de maintien et d'usage, savoir se tenir à table, se tenir droit, savoir utiliser correctement ses couverts à table, etc. Donc ça, c'est dans la bonne bourgeoisie. Voilà l'éducation que reçoivent les filles. Alors, pendant très longtemps, on a prétendu que le cerveau des femmes était beaucoup plus mou que le cerveau masculin, qu'il était plus faible et qu'il était plus émotif. Donc même les filles de bonne famille vont recevoir vraiment une éducation adaptée, on va dire, à leur sexe, avec des précepteurs et des gouvernantes ou dans des écoles d'institutions de jeunes filles qui sont voilà, liées à tous ces préjugés qu'on pouvait avoir. Le but étant d'en faire des bonnes mères de famille et des bonnes ménagères. Alors ici, vous avez dans votre cours un petit document avec quelques questions. C'est une représentation traditionnelle du rôle de la femme au début du XXe siècle. Donc, première question, combien de générations la scène présente-t-elle? Eh bien, elle en présente 3, puisque vous avez les enfants, les parents et les grands-parents. Quelle est l'activité des enfants? Eh bien, on voit que les enfants écoutent ici certaines... Alors, ça peut être de la musique ou ça peut être la radio. Et on voit un enfant ici qui certainement est en train de faire ses devoirs. Quelle est l'activité de la mère? La mère est en train de coudre, hein, on la voit ici. Et quels sont les rôles de la mère qui sont sous-entendus ici, dans cette image? Eh bien, la mère doit s'occuper des enfants, hein, donc de l'éducation des enfants, mais aussi de leurs devoirs, de l'éducation au sens scolaire du terme. La femme doit s'occuper de son mari. La femme doit s'occuper des personnes âgées, des anciens de la famille. Mais attention, dans cette image, il y a plein d'autres choses qui sont sous-entendues. On est à table, il y a la vaisselle. Donc la femme doit également s'occuper de nourrir la famille, de s'occuper de la maison, de la ranger. Vous voyez que chaque chose est rangée à sa place, hein. Il y a l'horloge qui indique qu'elle doit bien s'organiser au niveau de son temps. Elle doit également s'occuper donc de tricoter ou de rapiécer les vêtements. Donc voilà tous ces rôles que la femme doit avoir, qui sont sous-entendus dans cette image. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de lignes sur votre question pour pouvoir écrire tout ça. Alors, au début du XXe siècle, les seules femmes qui sont un petit peu émancipées, qui ne sont pas sous cette tutelle masculine, ce sont les femmes qui sont célibataires et qui ont plus de 21 ans, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Ce sont les veuves, ce sont les divorcés, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Donc c'est les femmes qui tirent vraiment leur épingle du jeu, ce sont les veuves. Et ça a donné quelques cas
de femmes qui ont tué leur mari, hein, pour être plus libres, parce que le statut de veuve était plus avantageux que le statut de femme mariée. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est pas la majorité, hein, bien sûr, mais on a des cas comme ça dans l'histoire de femmes qui ont tué leur mari pour être indépendantes. Euh, Quand je vous dis que c'est extrêmement rare d'être divorcé ou d'être célibataire à plus de 21 ans, c'est que être marié au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est la norme. Ne pas être marié, c'est inconcevable. Les femmes qui ne sont pas mariées sont vraiment perçues comme des personnes anormales. Et on a la preuve de ça, c'est que pendant l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale en 1918, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées veuves. Eh bien, l'État a organisé des rencontres en fait avec des hommes, parfois des immigrés souvent, pour remarier ces femmes. En fait, c'est comme si vous aviez un énorme Tinder après-guerre pour recaser toutes les veuves de guerre, toutes les femmes qui étaient veuves avec bah, du coup des hommes ou des immigrés, puisque beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre. Ça vous montre bien, et ça c'est l'État qui organisait ça, donc ça vous montre bien que il fallait remarier ces femmes. C'était pas normal que ces femmes restent seules, surtout pas, c'est trop bizarre. Alors, petit b, une émancipation lente. Les femmes vont quand même réussir à s'émanciper tout au long du XXe siècle, mais ça fonctionne assez lentement. Alors déjà, d'abord, elles s'émancipent par le travail. Par le travail, elles vont pouvoir gagner pardon, un salaire et être plus indépendantes. Alors, les femmes de bonne famille ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Les femmes qui travaillent vraiment beaucoup à l'époque, c'est les femmes des couches populaires, et c'est surtout parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que les salaires des maris ne suffisent pas à faire vivre la famille, donc elles doivent travailler. Et en 1911, on a quand même déjà 55% des femmes qui travaillent. Donc c'est une erreur de croire que c'est la Première Guerre mondiale, hein, qui a mis les femmes au travail. En 1911, il y a déjà 55% des femmes qui travaillent. On le voit sur cette image. Ce sont les femmes, les ouvrières, hein, donc les classes populaires qui travaillent, les lavandières, les femmes qui vont travailler dans les usines, sur les marchés, etc. Alors peu à peu, les femmes vont accéder à à des travaux pardon, un peu différents avec la Première Guerre mondiale. C'est vrai que ça a joué dans les usines, dans les champs, et à des travaux dans le tertiaire, puisque les hommes étaient partis à la guerre, donc les femmes ont dû aussi aller dans les services. Alors les droits des femmes évoluent de plus en plus au XXe siècle. Par exemple, les violences conjugales vont commencer à être reconnues par la justice. Heu, mais ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, en 1910, heu, on estime que le viol conjugal, ça n'existe pas. C'est inconcevable. Ça n'existe pas du tout. Il va falloir attendre plusieurs années pour que la justice reconnaisse, les violences, conjugales. Alors, après la Première Guerre mondiale, comme les femmes ont mis la main à la pâte, si on peut dire, et ont commencé à vraiment travailler, elles vont, gagner de plus en plus de droits. Même si à la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup vont retourner à la maison et ne vont pas rester dans les entreprises, dans les fermes et dans les industries. Alors, les jeunes femmes qui viennent des bonnes familles, elles vont accéder peu à peu à une éducation qui va être plus semblable à celle des garçons. Et en 1924, pour la première fois, le bac est le même, le baccalauréat est exactement le même, les mêmes épreuves pour les garçons et pour les filles. 1924. Les femmes travaillent toujours, souvent avant de se marier, et puis quand elles se marient, elles arrêtent et elles prennent en charge l'éducation des enfants. Alors, petit c, la conquête des droits politiques. Alors, les hommes politiques français, pendant longtemps, ont estimé que les femmes ne devaient pas voter, pour plusieurs raisons. Première raison, ça ne sert à rien puisqu'elles vont voter comme leur mari. Ça va faire doublon, donc c'est pas intéressant. Je vous rappelle que pratiquement toutes les femmes sont mariées, hein, donc l'argument pouvait tenir à l'époque. Autre argument, on pense qu'elles vont voter comme les curés, comme les prêtres, et du coup voter plutôt à droite. Donc c'est la gauche pendant très longtemps qui a fait barrière pour ne pas donner le droit de vote aux femmes, parce qu'on pense qu'elles vont, comme elles vont beaucoup avec les curés, à la messe, etc., on pense qu'elles vont voter massivement comme les curés, qui vont les influencer et qu'elles voteront à droite. En 1909 est créée l'Union française pour le suffrage des femmes.
Bah, ça ne fonctionne plus. Voilà. L'Union française, avec un E, c'est mieux. L'Union française pour le suffrage des femmes, qui atteint 12 000 membres en 1914. Donc, c'est une association de femmes qu'on appelle donc des suffragettes qui demandent le suffrage, le droit de vote, qui est plutôt modérée hein, comme association. Ils sont pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ne sont pas très violentes si on compare à certaines militantes suffragettes anglo-saxonnes de la même époque. D'ailleurs, sur ce sujet, vous avez un film qui est très intéressant qui s'appelle Les suffragettes, dont je vous passe la bande-annonce. Si celle-ci est coupée au montage, ce qui peut arriver, vous pouvez la retrouver bien sûr sur YouTube. Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House? Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Puis je suis passée à plein temps à 12 ans. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Tu es une femme mariée. Tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables. Par n'importe quel moyen. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous nous arrêterez pas toutes. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Film donc très intéressant que je vous conseille, même si ça parle pas directement des suffragettes françaises, hein, ce sont les suffragettes anglaises, justement après la guerre, début du XXe siècle, qui demandent le droit de vote. Ça a été le cas dans tous les pays européens, en Allemagne, en Espagne, en France. Voilà, ça peut être un film, je vous conseille, qui est très bien fait, qui est très intéressant, et on voit le combat que ça a été. Ça n'a pas été simplement des femmes qui sont descendues dans la rue pour demander le droit de vote, hein, c'est des femmes qu'on met en prison, c'est des femmes qu'on prive de nourriture, c'est des femmes à qui on enlève leurs enfants pour les faire plier. Il y a des femmes qui sont mortes, hein. Vous voyez à un moment donné un champ de course, il y a une militante anglaise qui s'est jetée avec un panneau pour le droit de vote des femmes sur le champ de course en Angleterre pour faire parler de la cause, qui est morte, piétinée par les chevaux, hein. Donc c'était, quand on parle de combat féministe ici, c'est le combat, le mot n'est pas trop fort. Alors, dans le cours maintenant, nous avons donc l'exposé sur Hubertine Auclair. Alors, dans le cours, c'est moi qui fais cet exposé, donc je vous ferai une vidéo à part pour cet exposé, pour vous montrer ce que j'attends de vous lors d'un exposé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la méthode importante pour l'exposé. Je continue donc, vous aurez la vidéo à part. Alors, dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les féministes sont quand même restées... Enfin, il y a peu de femmes qui sont réellement féministes, c'est une minorité de femmes, et elles vont mener certains combats et obtenir certains droits. Par exemple, en 1938, elles obtiennent la capacité juridique. Donc le droit de propriété, le droit d'avoir une maison à elles, le droit de la propriété, le droit de signer un contrat donc sans l'autorisation de leur mari, le droit de porter plainte seule. Voilà, donc tout ce qui est capacité juridique, action en justice, elles n'ont plus besoin d'être assistées de leur mari, de leur oncle, de leur père. Après la Seconde Guerre mondiale, elles vont obtenir plus de droits qui vont être liés, à leur rôle dans la résistance, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'elles ont joué un rôle important et donc on va leur donner certains droits, et notamment le droit de vote,
qu'elles ont obtenu en 1944, pardon, et elles votent pour la première fois en 1945. Il faut savoir que c'est très tard. Les premières à obtenir le droit de vote sont les Néo-Zélandaises en 1893 et les Australiennes en 1803. 1903, pardon, excusez-moi. 1903. En Europe, le premier pays qui va donner le droit de vote aux femmes, c'est la Finlande. En 1907, les femmes ont le droit de voter et le droit d'être élues. Alors, je fais une petite réflexion là. Faites attention, souvent, vous avez cet argument qu'on a donné le droit de vote aux femmes parce qu'elles l'ont bien mérité avec leur combat dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un argument à double tranchant. C'est là que vous devez faire preuve d'esprit critique. On ne mérite pas le droit de vote. On ne mérite pas l'égalité par ses faits. D'accord? L'égalité, c'est quelque chose qui doit être une base. D'accord? Donc, mais vous l'avez encore, hein, il y a encore des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube où des hommes ou des femmes politiques justifient l'obtention du droit de vote des femmes parce que elles se sont bien battues pendant la guerre, allez, elles méritent. Et on retrouve exactement ce type d'argument sur la colonisation. Hein. On va dire, on a donné l'indépendance à certains pays africains parce qu'ils nous ont bien aidés pendant la guerre. Donc attention à ce type d'argument. Alors, on va regarder une petite vidéo sur le droit de vote avec les questions qui vont avec. Pareil, si c'est coupé au montage, vous pourrez retrouver la vidéo. Je vous ai mis le lien dans le cours. Dans l'armée. Voilà qui nous amène à cet anniversaire. Le 21 avril 1944, il y a 70 ans tout juste, le chef du gouvernement provisoire de la République, un certain Charles de Gaulle, signait l'ordonnance qui accorde le droit de vote aux femmes. Dans quelles conditions? Pourquoi si tard? Et y a-t-il aujourd'hui un vote féminin spécifique? Lilia Melkonian, Abdelzouiwesh. 1958, 13 ans que les femmes votent et pourtant c'est encore un sujet de curiosité. Vous renseignez avant de voter? C'est-à-dire que j'ai les mêmes opinions de mon mari, alors il n'y a pas de problème. Ah, mon opinion, je la fais moi-même. Oui, je juge d'après ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Oui, je ferai même des kilomètres à pied pour voter, madame. Mais c'est merveilleux. Même 15 kilomètres s'il le faut. Je partirai la nuit pour arriver le lendemain matin. Tout a commencé avec ces militantes, les suffragettes qui, 20 ans plus tôt, réclamaient déjà le droit de vote. Mais à partir de 1919, et ce pendant près de 25 ans, les sénateurs ont systématiquement voté contre. Les radicaux avaient peur que le vote des femmes soit dicté par les curés. Et donc, que dicteraient les curés, sinon un vote de droite à l'époque, hein. Il y avait la prégnance de tout un tas de stéréotypes. C'était le foyer sera un enfer. Les enfants seront négligés si les femmes ont le droit de vote et d'éligibilité. Pas de droit de vote et pourtant une étape est franchie en 1936 avec le gouvernement du Front populaire. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. 21 avril 1944, tout bascule. Les femmes ont fait leurs preuves pendant la résistance. Le gouvernement provisoire du général de Gaulle considère alors qu'elles sont capables de glisser un bulletin dans l'urne. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. 29 avril 1945, les femmes votent pour la première fois. La bonne religieuse. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Jusque dans les années 60, les Françaises plus conservatrices que les hommes votaient plutôt à droite. Mais avec le temps, les différences se sont estompées. Au fur et à mesure que les femmes obtenaient les mêmes diplômes que les hommes, qu'elles travaillaient davantage au même titre que les hommes, et bien progressivement les écarts se sont lissés et elles ont les mêmes préoccupations que les hommes et progressivement aussi le même comportement électoral. Ce qui marquera surtout l'histoire, c'est donc le retard de la France qui accordera ce droit aux femmes 30 ans après l'Angleterre et les États-Unis, 10 ans après la Turquie et Cuba. La politique encore avec... Alors, on répond tout de suite aux questions. Première question, quand a été signée l'ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes? Donc, 21 avril 1944. Comment appelle-t-on les militantes pour le droit de vote? Les suffragettes, mais vous pouvez aussi avoir le mot suffragiste. Alors, notez les deux, parce que dans un document, vous pouvez trouver les deux. Troisième question, qui vote contre le droit de vote? Donc, ce sont les sénateurs qui votent contre le droit de vote. Pourquoi? Vous pouvez noter parce que on pense que les femmes vont voter
comme les curés, et donc à droite. Quels sont les pourquoi on peut noter non, il y avait d'autres choses. On peut noter, ils pensent que les foyers ne seront pas bien tenus si les femmes peuvent être élues maires ou députées. Et ben on pense qu'elles vont délaisser leurs enfants, délaisser leur mari, ne pas bien tenir leur foyer. Question suivante, quels sont les stéréotypes qui circulent? Eh bien, que les femmes ne sont pas capables de faire de la politique, qu'elles ne peuvent pas comprendre la politique, que voilà, elles vont négliger leur foyer, ne pas bien s'occuper de leurs enfants, que les femmes ne sont pas faites pour la politique, mais seulement pour être des jolies poupées. C'est pas une blague, on va étudier des documents juste après, vous allez voir. Quand voit-on les femmes premières ministres? En 1936, c'est extraordinaire. La femme peut être ministre, mais elle n'a pas le droit de vote. Et elle n'a pas le droit d'être élue. 1936. Quand les femmes votent-elles pour la première fois? 1945. Que votaient les femmes dans les années 50? Alors, effectivement, elles votaient plutôt à droite dans les années 50. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ce que vous expliquez ici le spécialiste, c'est que ça s'est lissé et qu'il y a autant d'hommes qui votent à gauche que de femmes qui votent à gauche, autant d'hommes qui votent à droite que de femmes qui votent à droite. Aujourd'hui, c'est la même chose. La France est-elle pionnière dans ce domaine? Non, la France est en retard, très en retard sur le droit de vote des femmes. Alors, justement, voici le document dans l'armée. Voilà qui va nous permettre d'étudier des sources réellement de ce que pensaient les hommes au XXe siècle sur le droit de vote des femmes, certains qui défendent et certains qui sont contre. Donc ici, vous avez un document qui présente 4 avis. Donc le texte A, qui est d'un discours d'un réputé républicain modéré, donc c'est-à-dire plutôt centre droit, en mai 1919. Le texte B, c'est un républicain en 1919 aussi, c'est un député. Le texte C, c'est un socialiste, donc à gauche. Et le texte D, c'est un sénateur. Donc, c'est la Chambre des députés qui a adopté pour la première fois, donc je vous l'ai dit, les propositions de loi. Donc en 1919, ça aurait pu être voté, hein. Et puis finalement, ça a été rejeté par le Sénat plusieurs fois entre 1920 et 1936, et ça n'a été accordé qu'en 1944. Et vous l'avez vu, on l'a eu l'argument de les femmes ont fait leurs preuves pendant la résistance, elles ont bien mérité le droit de vote. Argument non recevable. Alors, premier texte, voici que depuis 20 ans, autour de notre démocratie un peu fatiguée, vieillissante, de tous côtés, les femmes ont été appelées à prendre part à la vie politique. C'est la Norvège, la Suède, le Danemark, ce sont les États d'Amérique du Nord, l'Australie. Donc ici, on a un texte qui est plutôt pour, qui dit que la France doit donner le droit de vote aux femmes, et l'argument est, tous les autres grandes démocraties l'ont fait. Nous sommes à la ramasse, nous sommes en retard. Le texte B. Croyez bien que quand la femme saura ce qu'il y a au fond du scrutin, quand elle se rendra bien compte qu'il s'agit de ses conditions de vie, de son bien-être, de celui de ses enfants, de tout ce qui lui tient à cœur, ce jour-là, messieurs, il n'y aura pas d'abstention parmi les femmes, elles voteront. Donc ici, c'est un texte qui est aussi pour le droit des femmes, et il dit que les femmes vont voter pour les choses qui sont importante, il n'y aura pas d'abstention. Les femmes vont voter parce qu'elles vont comprendre que leur vote va avoir des conséquences sur la vie de leurs enfants, le bien-être, la vie de la maison, etc. D'accord ? Le C. Pour la tranquillité de ce pays, il nous paraît inutile de susciter de nouveaux électeurs un peu trop passionnés, ayant une trop grande tendance à se regrouper autour d'idées théoriques abstraites, métaphysiques, confessionnel. Donc ici, on a un texte qui est contre et qui dit qu'il est inutile de mettre de nouveaux électeurs et qu'en plus, les femmes sont trop passionnées, trop dans les idées abstraites et trop confessionnelles. Et on la retrouve ici, l'idée que les femmes vont voter comme les curés, avec le mot confessionnel. Et le D. Les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique? Pugilat, ça veut dire combat, baston. Plus que manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées dévotement, ça veut dire religieusement, quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées, séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme.
Donc ici, un texte contre qui dit que la femme n'a rien à faire en politique, la femme doit être mère, la femme doit être la femme, l'épouse, qu'on peut séduire, mais elle n'a rien à faire dans un bureau de vote. C'est l'idée donc de ce sénateur. Donc je vous ai mis à côté 4 questions qui sont des questions pour vous habituer un petit peu au type de questions que vous avez en BP. C'est-à-dire des questions où il va falloir argumenter, pas simplement en une seule phrase, il va falloir plusieurs lignes pour argumenter et surtout, il faut dans ce type de questions toujours expliquer correctement ce que vous faites et citer le texte, mais attention, quand vous citez le texte, ne faites pas de paraphrase, citez le texte entre crochets, entre guillemets, d'accord, entre parenthèses. Donc, quels sont les arguments mis en avant pour accorder le droit de vote aux femmes? Ici, les femmes ont obtenu le droit de vote dans beaucoup d'autres démocraties. Cet argument montre que la France est en retard. Vous voyez, j'explique. Hein. Le second argument est que le droit de vote va donner aux femmes la main sur des questions qui les concernent. Et là, je cite le morceau du texte que j'ai pris ici. Juste le petit morceau, il n'y a pas besoin de citer des grandes phrases, mais voilà, je prouve ce que je dis, c'est très important. Commencez à vous entraîner à ça en vue du BP. Quels arguments leur opposent ceux qui leur refusent? Eh bien, les femmes sont jugées peu aptes à prendre les décisions politiques. Elles troubleraient l'ordre public, et pas de S, par leur débat. Voilà, je cite le texte, elles sont trop passionnées. On pense qu'elles veulent voter comme les curés. Je cite le texte. Le dernier argument est que les femmes ne sont pas faites pour la politique, mais pour être des épouses et des mères. Et je cite le texte. D'accord? Hein, c'est pas très compliqué, mais ça demande un petit peu d'entraînement de vous habituer à faire ça. Surtout qu'en CAP, vous avez beaucoup travaillé l'épreuve orale, vous n'aviez pas beaucoup d'écrit. Donc là, d'un seul coup, de se mettre à écrire des réponses argumentées, travaillées, avec des preuves, ça va vous demander un petit peu d'entraînement. Mais je suis là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Quels obstacles majeurs bloquent en France l'accès des femmes au droit de vote durant l'entre-deux-guerres? Eh bien, les sénateurs votent systématiquement contre le vote des femmes. Les femmes sont jugées inaptes. Ce sont les idées et les stéréotypes répandus qui bloquent l'accès des femmes au vote. Donc voilà un petit peu le type d'exercice sur lequel vous pouvez vous entraîner. La première partie de ce cours, elle s'arrête ici. Donc ce cours, normalement, quand je le fais au CFA, il dure 1h40. Voilà, là j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, que cette vidéo ne soit pas trop longue. La deuxième partie du coup sera la vidéo sur Simone de Beauvoir, donc je vous ferai juste un corrigé des questions sur la vidéo. Et vous pourrez voir la vidéo bien sûr sur YouTube et sur le diaporama qui est sur le SlideShare. Et ensuite, vous aurez une troisième partie. Voilà, j'espère que ce cours a été clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir en plus ou que vous voulez que je détaille. Et je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Ciao!